Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de Payback 2023. Le show qui s'ouvre avec Becky Lynch face à Trish Stratus dans un match en cage. Ma note pour ce match est de 4,5 sur 5. La bonne surprise de ce show, un match que possiblement plus personne n'attendait. Même moi qui étais hypé au début, j'en ai marre de le répéter, mais vu que cette feud dure depuis des mois et des mois, on se répète pas mal. J'étais hypé au début, je l'étais plus, et ce match arrive à un moment où plus personne n'est intéressé. En tout cas, sur le papier. Mais la vérité, c'est qu'on a un public à Pittsburgh qui est vraiment emballé par ce combat, et je trouve qu'il y a de quoi. Il y a vraiment de quoi parce que ces deux femmes ont mis tous les ingrédients possibles pour nous donner un super combat, un super match de catch. Moi qui, je le répète aussi, n'est pas un grand fan des matchs en cage, là clairement je dois le dire, c'était vraiment bon et je me suis vraiment amusé en regardant ce combat. C'était très plaisant. On a une Trish Stratus qui est assez incroyable je trouve dans ce match. À quoi 47 ans je crois Trish Stratus, elle catch pas depuis des années etc. etc. Et je trouve que ce genre de performance là, ça montre que ouais, quand t'es une légende, quand t'es pas n'importe qui, à un moment donné ça se voit. À un moment donné ça se voit sur le ring et peu importe ton âge, l'expérience fait quand même une différence. Et là clairement on a vu l'expérience de Trish Stratus, mais j'ai quand même envie de mettre en avant Becky Lynch. Becky Lynch qui trop souvent est décriée sur les réseaux sociaux. Trop souvent, elle est critiquée, elle n'est pas mise au même niveau qu'une Charlotte Flair, qu'une Sasha Banks. Bref, pour moi, elle est à ce niveau-là. Pour moi, elle est à ce niveau-là, il va falloir s'y faire. Becky Lynch est extraordinaire. Becky Lynch est fantastique. Et peu importe ce qu'elle fait, peu importe ce qu'on lui donne comme match, comme promo, bref, elle est toujours à fond. Et je trouve que elle rend au public des choses. Le public est ultra diverti pendant ce combat, va chanter 2 fois This is Awesome, ce qui n'est quand même pas rien. Donc ouais, c'était ultra plaisant. C'était un vrai bon combat. On a un match donc qui va essayer de rendre hommage aussi à l'histoire des divas. J'avoue que moi j'avais pas forcément les refs. On a le finish de Victoria qui va être porté. Michael Cole le dit bien et c'était vraiment cool de la part de Michael Cole de le dire. Finalement, le premier match en cage féminin de l'histoire c'était Victoria face à Lita. Donc le finish de Victoria va être porté et ensuite Becky Lynch va porter le Twist of Fate de Lita. Donc j'ai trouvé cette petite référence très cool pour l'histoire même des divas. Pour finalement ce que racontent Trish et Becky Lynch, c'était vraiment bien. Donc j'ai vraiment adoré ça. Et finalement, la fin de match que j'aime énormément. Souvent, ce qu'on peut reprocher à des Steel Cage match, c'est ce suspense, j'ai envie de dire, qui est rajouté tout le temps. Il va sortir, il va pas sortir, il va sortir, il va pas sortir. Ce qui peut être lassant, ce qui peut être redondant. Là, je trouve qu'il est vraiment bien amené, ce suspense. Une Trish et Becky qui vont être finalement tout en haut de ce ring, tout en haut de cette cage, une Trish qui va pas être pendue mais qui va être à l'envers, qui va avoir les jambes coincées. C'est un spot assez impressionnant et j'avoue qu'il faut quand même avoir confiance pour être dans la situation de Trish, de se retrouver à l'envers comme ça de cette manière avec simplement ses jambes qui tiennent. Ouais, faut être sacrément couillu. Et finalement une Becky Lynch qui va réussir à porter son main handle slam malgré une intervention de Zoey Stark. Ça ne va pas suffire et Becky Lynch va l'emporter. Très belle victoire, c'est ce que j'attendais, donc c'était vraiment cool. La fin de match finalement, l'après-match plutôt, une Trish qui pas très contente de l'intervention de Zoey Stark, une intervention qui n'a pas suffi à la faire gagner. Et finalement les deux vont s'en mettre plein la tête et c'est Zoey Stark qui va prendre le dessus. Bon, l'association entre les deux est terminée. Je lui mise plus sur un face turn de Zoey Stark pour le coup. J'espère que Trish Stratus va pas s'arrêter là, et j'ai pas l'impression qu'elle va s'arrêter là. Certains pensent que c'est la fin de son run et qu'elle va s'arrêter là. Mais vu ses dires en interview, elle a raconté qu'elle aimerait maintenant passer à autre chose, qu'elle aimerait finalement terminer cette histoire avec Becky Lynch pour voir d'autres choses. J'ai envie de voir. Je pense que Trish Stratus en 2023 a encore les qualités, encore ce qu'il faut pour nous donner de belles choses. Et de l'autre côté, on nous a teasé, que ce soit avant le match, avec la présence de la championne NXT Tiffany Stratton, ou après le match, dans une interview, la feud entre Becky et Tiffany Stratton, la championne NXT, clairement, Becky Lynch va aller du côté de NXT là pendant quelques semaines.
Possible qu'on la voit à Raw aussi, hein, que cette feud aille du côté de Raw et de NXT, grosse possibilité, mais en tout cas je trouve que c'est vraiment bien. Ça va vraiment aider tout le monde, que ce soit NXT, forcément en termes d'audience, audience et de visibilité, Tiffany Stratton qui va se retrouver avec quelqu'un d'expérience, l'une des plus grandes superstars féminines de tous les temps, c'est plutôt pas mal en termes d'expérience et en termes de progression. Et pour Becky Lynch, ça va lui donner un vrai vent de fraîcheur et va enfin passer à autre chose. Donc, ouais, que du positif à retenir de cette soirée pour ces deux femmes. Et pour Trish aussi, franchement, chapeau Trish pour ce combat. J'en reviens toujours pas. John Cena est sur le ring, lui qui est le présentateur de Payback, et il le dit, il a tout fait dans sa carrière, il a été finalement même arbitre, il a commenté des matchs, il a été catcheur bien évidemment, mais il a un peu tout fait, mais c'est vrai que présentateur, c'est la première fois qu'il le fait, donc il sait pas trop comment faire. Finalement, le Miz va arriver, et là le Miz va clairement se foutre de lui. Un Miz qui, je peux le comprendre, n'est pas vraiment pour ce qui va se passer, parce que John Cena a annoncé qu'il serait l'arbitre spécial du Miz et les Knights, et quand tu es dans la position du Miz, tu te dis, ok, c'est pas vraiment juste, vu les antécédents qu'on a avec John Cena, c'est pas vraiment très cool pour moi d'avoir Cena en tant qu'arbitre spécial, mais en tout cas, le Miz va bien clasher John Cena. Je crois qu'il va lui dire, tu as bientôt 50 ans et tu t'habilles encore comme un Teletubbies. C'était plutôt très marrant, j'avoue. Mais ouais, on a vraiment de belles blagues. Je crois que Cena demande des conseils et The Miz va lui donner des conseils, mais finalement, dans sa carrière au cinéma, il va lui dire, quand on te propose un rôle de sirène dans Barbie, bah tu refuses cette fois-ci. J'ai vu Barbie, John Cena est excellent. On voit quelques secondes, mais c'est plutôt très marrant de le voir en sirène. Mais voilà, quelques références comme ça, quelques clashs très drôles. Finalement, LA Knight va arriver et on va donc assister à LA Knight face au Miz. Ma note pour ce combat est de 4 sur 5. C'est un bon combat de catch. J'ai pas grand chose de négatif à dire. La seule chose négative finalement, bah, c'est la durée. Je trouve que ça dure un poil trop longtemps. Je trouve que ça aurait pu durer 3-4 minutes en moins, pardon. Ça m'aurait pas dérangé. Il y a 16 minutes de combat. Franchement, ouais, un match de 12 minutes, c'était bien. Je trouve que là, il y a 3-4 minutes un peu en trop. Mais bien évidemment, je chipote comme toujours. Globalement, c'est un bon combat. Je l'avais prédit, j'attendais une grosse prestation du Miz. Bah, ça n'a pas manqué, hein. Miz a été vraiment excellent, mais de l'autre côté, je trouve qu'LA Knight a lui aussi élevé son niveau. Il va sortir des prises qu'on n'avait pas encore vues de son arsenal. Il va bien évidemment être très encouragé par le public, à tel point que c'est assez dingue, vraiment assez inimaginable, même à ce point-là. Je veux dire, il y a vraiment une ambiance de folie dans ce combat. Et on a un John Cena qui, bah, finalement, ne donne l'avantage à personne, et c'est ce que j'aime aussi dans ce combat, c'est qu'LA Knight est certes un face, mais il a quand même ses côtés un peu heel, c'est-à-dire qu'il est face, mais il accepte pas qu'un Cena finalement se mette sur son chemin, alors que Cena fait simplement son boulot d'arbitre. Donc ouais, il y a quelques tensions entre LA Knight et Cena, mais bref, en tout cas c'est un match très plaisant. Comme j'ai dit, quand tu as un public aussi investi, autant à fond, bah forcément ton bonheur est décuplé, vraiment, et ton côté divertissant est vraiment décuplé, et là on le ressent dans ce type de combat là. Un LA Knight qui va finalement l'emporter, logique, j'ai envie de dire, il fallait lui donner cette victoire, c'est plutôt normal. Mais finalement après le match, là aussi il y a des trucs bizarres avec Cena, on ne sait pas si il y a des tensions ou non, mais Cena va finalement lever la main de LA Knight, et après sur la rampe, eh bien, Cena va lever les mains de LA Knight et lui serrer la main. Marque de respect surtout, petit passage de flambeau, on a l'impression aussi. On avait besoin de ce moment entre Cena et LA Knight, c'est un peu ce que tout le monde attendait. Peut-être que ça va être plus loin que ça, c'est-à-dire que peut-être qu'on aura un combat, mais j'ai pas envie de me projeter avec ce genre de choses pour Cena lors de ce run là de 2 mois. J'ai pas envie de me projeter sur il va avoir un match contre machin. J'attends de voir. Parce que s'il n'y a pas, c'est pas très grave. Et s'il y a, ce sera cool. Mais je me projette pas là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que ce match a vraiment servi à LA Knight. Un LA Knight qui en ressort plus over que jamais. Rey Mysterio défend son titre de champion des États-Unis face à Austin Theory. Un match qui va durer 10 minutes. Ma note pour ce combat est de 3,5 sur 5. Finalement, c'est un combat qui n'est pas forcément hyper commentable entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai pas grand chose à dire. C'est un match de 10 minutes qui avait peut-être pas forcément sa place dans ce PLE, je trouve, en termes d'histoire, hein, parce que bon, Rey Mysterio il a toujours sa place dans les PLE, ça il n'y a pas de doute là-dessus, et quand tu vois encore ce type de prestation là, tous les jours il a encore sa place, même à 48 ans.
il est phénoménal et ça on le répétera jamais assez. Ça me fascinera toujours autant de voir Rey Mysterio bouger aussi bien sur le ring comme s'il avait 20 ans, 30 ans. Ça m'impressionnera toujours. Et ça, franchement, faut pas s'en lasser, faut toujours le mettre en avant. Maintenant, c'est vrai que, bon, bah, il n'y avait pas vraiment d'histoire entre les deux. Enfin, il n'y avait pas une histoire assez emballante et le public, clairement, là, c'était la pause pipi. Pour lui, le public venait d'avoir 2 gros segments, 2 gros matchs. Bah, forcément, là, c'est la pause pipi et bah, moi aussi, je l'ai ressenti, cette pause pipi, parce que bah, le public n'est pas investi. Et moi, bah, du coup, si le public est un peu moins investi, bah, moi qui déjà de base n'est pas hyper investi dans ce combat, bah, je vais l'être encore moins. Donc forcément, ça donne un 3,5 alors que le combat est vraiment bon sur le ring, il y a vraiment de beaux enchaînements, il y a de belles prises. Austin Theory se sert vraiment du gabarit, du petit gabarit de Rey Mysterio pour se faire plaisir. Vraiment, il va le projeter un peu dans tous les sens, il va le trimballer comme si c'était un jouet. Et Rey Mysterio, lui aussi, va profiter justement du gabarit de Austin Theory pour bouger dans tous les sens, pour faire bouger Austin Theory. Donc c'est hyper intéressant comme combat, je trouve. C'est un bon combat, mais voilà, ça va pas plus loin que ça. Finalement, Rey Mysterio va l'emporter et pas avec le 619, il va profiter pas d'une erreur d'Austin Theory, mais c'est pas vraiment un roll-up, mais c'est une prise en plein match, mais il le gêne et il va profiter finalement d'un petit temps mort pour remporter ce combat. Donc pas de 619, on protège un peu Austin Theory, hein, c'est pas une grosse défaite pour Austin Theory. Je ne sais pas où ça va mener, honnêtement là non plus je ne sais pas où me projeter pour Austin Theory. Équipe avec Grayson Waller, face turn qui pourrait arriver dans les prochaines semaines, prochains mois, je ne sais pas trop. Mais voilà, en tout cas, même si j'ai mis 3,5, ça reste quand même un bon combat. 3,5, je rappelle que c'est quand même très honnête, hein. C'est quand même pas une mauvaise note. Sami Zayn et Kevin Owens défendent leur titre de champion par équipe de la WWE face à Damien Priest et Finn Balor dans un match d'environ 21 minutes. Ma note pour ce combat est de 4,5 sur 5. J'avais, je crois, mis 4,75 au tout début, mais après, j'aime bien aussi rectifier par rapport aux autres matchs, par rapport à mon ressenti des autres matchs, etc. etc. Et je mets 4,5. C'était exactement ce qu'on attendait. C'était exactement ce qu'on attendait. Ces 4-là s'affrontent déjà depuis des semaines et des semaines, donc on connaît la qualité de leur combat. On sait où ils vont, on sait ce qu'ils font sur un ring. Je veux dire, il n'y a pas vraiment de surprise à ce niveau-là sur la qualité même du match. Techniquement. Maintenant, c'était un street fight match, donc c'est quand même très différent. Tout le monde peut faire n'importe quoi, c'est-à-dire que tout le monde est libre. Donc déjà en termes de plan de caméra, etc., c'est toujours pas évident, je trouve, les débuts de match où ça part à gauche, à droite. C'est toujours un peu difficile, je trouve, de rentrer dans ce type de match-là, mais après, ça va mieux. Et surtout, bah, t'attends des gros spots, t'attends possiblement un côté hardcore qui va être amené, et c'est ce que j'aime aussi dans ce combat. Alors, je suis pas fan du côté hardcore, moi, de base, mais les hommages, par exemple, à Terry Funk qui ont été faits, un Kevin Owens qui va retirer son premier t-shirt et qui a un t-shirt en dessous, Terry Funk, et qui va être dans le hardcore, entre guillemets, qui va faire des spots plutôt hardcore à la Terry Funk. Ça, c'est le genre d'hommage que j'aime beaucoup, et on le sait, Kevin Owens, voilà, est quelqu'un de très respectueux envers ces légendes-là, et Terry Funk en est une, et voilà, ça, c'est le genre d'hommage que j'aime énormément, mais Kevin Owens, eh bien, on le sentait qu'il allait faire n'importe quoi. Quand je dis n'importe quoi, c'est un n'importe quoi contrôlé, bien évidemment. Parce que quand je vois Kevin Owens faire son entrée en jean et en basket, je me dis, oula, il n'est pas en tenue habituelle, il n'a pas sa tenue de catch qu'il a d'habitude. Je me dis, oulala, qu'est-ce qu'il va nous faire encore une fois? C'est jamais bon signe quand un catcheur n'arrive pas réellement dans sa tenue. Tu te dis, qu'est-ce qu'il va nous sortir comme spot? Bon, bah, ça n'a pas raté. Déjà, comme je l'ai dit, il y a des hommages à Terry Funk, mais surtout, Kevin Owens va se faire plaisir et va prendre une grosse poubelle dans la tête, et du coup, il va pisser le sang. Voilà, il va littéralement pisser le sang. Les premières images où tu le vois après justement ça, il a le visage mais en sang de partout. Alors bien évidemment, après ils vont le nettoyer, etc. Et c'est tant mieux, ils vont faire attention à cette plaie, et heureusement d'ailleurs. Mais ouais, les premières images où tu le vois sortir, tu vois sa tête toute rouge, mais tu te dis, oh ouais. Et en plus, il y a du côté très divertissant, c'est-à-dire que, bon, j'y connais rien au hockey par exemple, mais le Judgment Day qui est en domination, à un moment donné, eh bien, Owens et Zayn vont ressortir de nulle part en tenue de hockey de Pittsburgh. Je connais même pas le nom, etc. Désolé, j'y connais rien. Mais voilà, c'est des petits clins d'œil faits à Pittsburgh, faits à la ville, plutôt très malin, plutôt bien fait, et bien évidemment, ils vont les taper avec les crosses. Donc j'ai trouvé ça hyper fun, vraiment hyper divertissant. Et forcément, je parlais de spots dangereux pour Kevin Owens. Bon, bah, le spot ultime, je veux dire, le spot où il fait sa swanton, là, au milieu du public, du haut finalement des escaliers, et un Dominic Mysterio qui, bien évidemment, a fait des interventions, ça, on s'en doutait, bien sûr. Un Dominic Mysterio qui est
posé sur la table en bas. Un Kevin Owens qui doit céder même du public pour rester stable finalement sur la rampe. Parce que c'est pas hyper stable hein, finalement cette mini barricade. Et Owens qui se tient un peu sur tout le monde et qui porte cette Swanton. Il est vraiment fou. Il est vraiment fou, mais c'est Kevin Owens. C'est Kevin Owens, on le sait, dans les gros événements, dans les gros matchs, il est capable de faire ce genre de spot-là. C'est même pas qu'il est capable, c'est qu'il le fait quasiment tout le temps. Il aime ça. Il aime ça, c'est son adrénaline, c'est son truc à lui. C'est tellement dangereux. C'est tellement dangereux. En plus, je trouve qu'il retombe pas très bien sur la Swanton, c'est-à-dire qu'il retombe pas mal à côté de la table. Et je pense que c'est forcément là où ça fait le plus mal. À la limite, s'il était retombé pile sur la table sur Dominic, la douleur aurait été moindre, entre guillemets, mais là, wow, franchement, c'est le genre de spot qui te fait vraiment mal quand tu le regardes. On a aussi, en côté divertissant, forcément Rhea Ripley qui va intervenir, mais elle va pas faire une intervention anodine, Rhea Ripley. Elle fait pas une petite intervention comme ça, non, non. Elle porte un spear à travers les barricades. Ok, là on parle, là ça m'intéresse. Rhea Ripley qui intervient, c'est cool, mais Rhea Ripley qui fait ce genre d'intervention, j'ai envie de dire grandiose, c'est encore mieux. Et finalement, on a Owens et Zayn qui pensent pouvoir remporter ce combat, mais Dominic Mysterio va faire une énième intervention avec sa mallette. Et c'est finalement le coup de grâce. C'est vraiment ce qui va être le tournant, car le Judgment Day va gagner ce match et remporter les titres au tag. Quelle surprise, c'est absolument pas ce que j'avais pronostiqué. Alors honnêtement, là même avec quelques heures de recul, je ne sais pas si c'est une bonne idée, si c'est un bon choix ou non. Parce que c'est trop tôt, je peux pas vous dire maintenant. C'est nul, voilà, où ça va aller, etc. Je ne sais pas, honnêtement. Ma crainte, c'est qu'on retourne forcément sur du Judgment Day face à Owens et Zayn, qu'on reste dans ce truc-là, alors qu'on voit ça quand même depuis des mois et des mois. Et ma crainte, c'est qu'on reste dans cette guerre-là, donc ça peut être problématique. Maintenant, on voit le Judgment Day qui récupère quasiment toute l'or possible, on en reparlera en fin de show, mais ouais, c'est quand même assez impressionnant et on montre la domination finalement du Judgment Day. Un Judgment Day qui, finalement, on avait eu cette rumeur il y a quelques semaines, quelques mois même, qui pourrait se rapprocher un peu de ce qu'est la Bloodline, un clan dominant qui gagne tous ses matchs, qui intervient un peu comme la manière de la Bloodline. Et on se retrouve un peu avec ce genre de segment-là, avec ce genre de match-là. On aime ou on n'aime pas, c'est vrai que ça peut faire redondant. Je suis encore partagé sur cette question, mais je vais quand même pas m'enlever la qualité de ce combat. On aura le temps de reparler de toutes ces questions, de est-ce que c'est bien qu'il soit champion, etc., etc. Juste la qualité de ce match, franchement, bravo messieurs, et surtout, ouais, faut se soigner maintenant, parce que là, Owens, vraiment, c'était fou, c'était vraiment fou. Grayson Waller Effect avec pour invité Cody Rhodes, et on se demandait ce qu'avait à nous dire Cody Rhodes, parce que Grayson Waller l'avait annoncé. Justement, Cody Rhodes avait une grosse annonce à nous faire. Honnêtement, je pensais que Cody Rhodes allait annoncer qu'il était drafté du côté de SmackDown. C'était un peu la rumeur qu'il y avait sur ces dernières heures. Pas du tout. Cody Rhodes nous a dit, j'ai un peu parlé avec les officiels, etc., etc., et j'ai essayé de m'arranger. Une superstar qui finalement n'est plus du côté de SmackDown, qui a quitté SmackDown. Je vous annonce un nouveau membre du roster de Raw, Main Event, Jey Uso. Ok, je m'y attendais absolument pas. Alors là, pour le coup, je m'attendais pas à un truc avec Jey Uso. J'avais complètement zappé Jey Uso. Et Jey Uso qui vient dans le roster de Raw, très bonne idée. Alors on va terminer avec la fin du segment. Un Jey Uso qui a d'ailleurs finalement un nouveau thème d'entrée, ou plutôt un thème remixé qui passe très bien aussi. Il y a un Jey Uso qui va porter un super kick à Grayson Waller, bien évidemment. Mais comme je le disais, super idée. Super idée parce que ça va permettre d'avoir un Jey Uso qui s'écarte de l'histoire de la Bloodline, mais qui fait quand même des choses. De son côté, en solo, justement à Raw. Je ne serais pas étonné d'avoir un Jey Uso qui s'allie avec Sami Zayn pour le coup. Je ne serais pas du tout étonné de voir ça. Mais je suis content parce que je trouve que c'est une très bonne idée et surtout c'est une belle surprise. Maintenant, Jey Uso, il doit prouver. Il doit montrer aussi que, en dehors de la Bloodline, en dehors de ces histoires-là, il est capable de faire de grandes choses. Il est capable d'être, justement, Main Event Jey Uso sans la Bloodline. Donc ça va être hyper intriguant à suivre du côté de Raw. Et on imagine déjà beaucoup de matchs. Gunther, Cody Rhodes, donc forcément dans les title pictures, mais même comme je l'ai dit, à côté de Sami Zayn. Donc on imagine déjà beaucoup de choses pour Jey du côté de Raw, mais je trouve que c'est vraiment une très bonne idée, et surtout une grosse surprise.
Donc ouais, très très content de voir Jay du côté de Raw. Et maintenant, bah, comme j'ai dit, bah, c'est à lui de prouver. Rhea Ripley défend son titre de championne face à Raquel Rodriguez. Un match qui va durer environ 17 minutes. Ma note pour ce match est de 3,5 sur 5. Et c'est ma déception de la soirée. Alors, vous allez vous dire 3,5 sur 5, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un bon combat. Bien évidemment, ça reste un bon combat. Mais je trouve qu'il y avait un potentiel qui était plus fort que cela. Je vais m'expliquer. Déjà, on a un combat donc tout en puissance, finalement, et c'est ce qu'on attendait entre Raquel et Rhea, qui sont positionnées comme les deux plus fortes femmes du côté du roster féminin. C'est deux big girls, en tout cas dans cette division-là. Donc forcément, on s'attendait à un match physique, un match intense, un match brutal. Et ça, de ce côté-là, on l'a eu. On a un Rhea Ripley qui va même pisser le sang au niveau du nez. Ça va la gêner à quelques reprises, hein, d'ailleurs, ça se voit, ça la saoule un peu. Mais voilà, de ce côté-là, de ce côté intense, on l'a eu. Et c'est ce que je voulais. Je trouve que c'est dans ces moments-là que Rhea Ripley est la meilleure. Charlotte Flair à WrestleMania, c'est mon exemple, forcément, mais c'était intense, c'était physique. Et c'est là où Rhea Ripley a été finalement la meilleure possible. Vraiment, je trouve que c'est le meilleur match de la carrière de Rhea Ripley. Et là, on a un match dans cette intensité-là. Pas de ce niveau-là, mais dans cette intensité-là, parce que techniquement, forcément, c'est moins bon. Mais j'ai un gros point négatif, et ça m'énerve un peu de le dire, parce que je suis fan de Raquel. Raquel, elle fait pas le boulot. Elle fait pas le boulot, et c'est même pas forcément en termes de catch, même s'il y aura peut-être des choses à redire sur quelques botches, quelques approximations, mais honnêtement, c'est très léger, et je le retiens même pas. Mais c'est plutôt dans son attitude. Vous allez comprendre où je veux en venir. Raquel est positionnée comme la babyface de ce combat. Et on le sait, Raquel n'est pas forcément celle qui va obtenir tout le soutien du public. Alors, elle en obtient, bien évidemment. C'est pas une babyface qui obtient zéro réaction. Mais là, elle est face à Rhea Ripley qui obtient des réactions, que ce soit bonne ou mauvaise, mais Rhea Ripley obtient des réactions. Et là, Raquel, le problème, c'est que à aucun moment, elle essaye d'embarquer le public. Alors que justement, c'est hyper important. Parce qu'il y a plein de moments... Il y a une grosse domination de Rhea Ripley, et c'est dans ces moments-là que Raquel doit essayer d'obtenir le soutien du public, doit, avec des mimiques, avec des expressions faciales, même avec ses bras, faire des gestes, bref, elle doit faire en sorte que le public soit derrière elle, elle doit faire en sorte que le public soit acquis à sa cause. Et je trouve qu'elle fait aucun effort à ce niveau-là. Et forcément, il y a l'exemple du main event avec Seth Rollins qui fait tout l'inverse. Bon, bien évidemment, je ne vais pas vous comparer Seth Rollins et Raquel, et on en reparlera après de Rollins. Mais je trouve qu'il n'y a pas d'effort à ce niveau-là, et je trouve que c'était le strict minimum. Le public de base n'était pas hyper investi dans ce combat. C'est un pay-per-view qui commençait à être un peu long. On arrivait sur un match qui, sur le papier, pouvait intéresser, mais c'était pas le match qui intéressait le plus dans ce PLE. Donc, un public qui n'est pas ultra investi dès le début. Et c'est à toi aussi d'essayer de faire ton maximum. Et des fois, il n'y a pas de souci. Je vois des matchs où le public n'est pas investi, mais Austin Theory et Rey Mysterio, pour moi, les deux ont fait leur maximum. Là, je trouve que Raquel... ça manque d'un truc, ça manque d'un peu de feu, ça manque un peu de... Je sais pas trop comment l'expliquer, mais il manque un truc. Il manque un truc, et je trouve pas que ça soit forcément en termes de catch, en termes de capacité in-ring, mais ça manque d'un petit truc. Ça manque d'un petit truc en plus pour enflammer ce combat, parce qu'à plein de moments, il y a vraiment des prises très cool. Comme je l'ai dit, c'est deux big girls, donc ça frappe fort. Je veux dire, à un moment donné, la fin de match, t'as quand même Raquel qui porte une sorte de power bomb sur les barricades. C'est impressionnant. Ça doit être plus fort, ça doit être plus fort que ça. Finalement, Dominic Mysterio a bien évidemment fait une intervention qui va donner la victoire à Rhea Ripley. Bon, est-ce que cette histoire va continuer? C'est une possibilité aussi, hein. Honnêtement, le prochain PLE, c'est Fastlane. Je serais pas étonné de voir ce match à Fastlane, possiblement avec une stipulation. Honnêtement, vu la faiblesse du roster féminin du côté de Raw, une Becky Lynch qui va sûrement aller du côté de NXT, on a possiblement, je pense, une Shayna Baszler, moi, qui pourrait traîner par là. Donc, affaire à suivre. Et le main event... Seth freaking Rollins défend son titre de champion du monde poids lourd face à Shinsuke Nakamura. Un match qui va durer 25 minutes. Ma note pour ce combat est là aussi de 4,5 sur 5. J'aurais pu aller plus haut, et on va directement le dire, si le public était à 3000%. Le problème, c'est que le public est dedans, pas dedans, bref. Le public s'investit, mais s'investit plus, et du coup... ça gâche un peu mon plaisir, parce que j'ai pris beaucoup de plaisir devant ce combat. J'ai trouvé que c'était un match excellent. Déjà, parlons de l'intro de Shinsuke Nakamura, ce côté animé, ce côté animation japonaise, ce côté manga. C'était très beau. Déjà, visuellement, c'était très beau ce qu'ils ont fait. Et en plus, ça avait de la gueule. Ça ressemblait à quelque chose, et on se disait, ok, Nakamura a une vraie intro. En plus, la tenue de Nakamura était vraiment très belle. Et là, je me dis, ok,
on retrouve le côté un peu mystique de Nakamura qu'il avait du côté de NXT, et pas mystique en mode surnaturel ou quoi que ce soit, mais mystique en mode légendaire. Voilà, cet homme est une légende, cet homme c'est pas n'importe qui, et ça se voit. Avec l'aura qu'il a, avec ce qu'on nous présente, c'est pas n'importe qui. Et je trouve que c'est ce qu'on a retrouvé sur les dernières semaines avec Shinsuke Nakamura, ce côté mystique. Et Nakamura va faire un super combat. J'attendais ça de Nakamura parce que il nous a, comme je l'ai dit dans ma vidéo pronostic, parfois déçu dans des grosses affiches, dans des moments où on l'attendait en solo. Bah là je trouve qu'il m'a pas déçu. Il m'a vraiment pas déçu. Alors bien évidemment, c'est bien aidé par un Seth Rollins et par rapport à l'histoire qu'ils nous ont écrit tous les deux, parce que là aussi il y a une vraie histoire dans ce combat, et c'est ce qui est important, c'est toute la blessure au dos de Seth Rollins, qui finalement a été trouvé cette faiblesse par Shinsuke Nakamura, et c'est clairement le point faible de Seth Rollins dans ce combat, et Nakamura va s'appuyer dessus, et on s'en doutait, et c'est clairement l'histoire de ce match, comment Seth Rollins va pouvoir s'en sortir malgré cette blessure au dos, malgré le fait que Nakamura connaisse cette faiblesse-là. C'est toute l'histoire qui est racontée pendant 25 minutes. Et moi, ça me plaît, ça me plaît. Malheureusement, comme j'ai dit, le public n'est pas à 1000%. C'est très bizarre, parce qu'à des moments, ils sont vraiment à fond, il y a des moments où ils s'endorment. Donc très bizarre, ce public. Mais je reproche rien aux superstars présentes. Je reproche rien, parce que pour moi, elles ont tout donné. Je parlais d'expression faciale, Nakamura est un roi à ce niveau-là, et il va être encore, je trouve, encore au-dessus dans ce combat. Je trouve qu'il a des mimiques, il a des gestes avec le public dans ce combat. Génial, vraiment génial. Il y a un Seth Rollins qui joue le babyface, qui est en danger, un babyface qui doit avoir le soutien du public pour s'en sortir, et il le joue parfaitement bien. Un Rollins qui d'ailleurs sort quelques prises qu'il n'avait pas sorti de son arsenal depuis très longtemps. J'ai noté une springboard de Swanton à un moment donné. Ok, ça faisait longtemps, ou quasiment jamais. J'avais jamais vu Seth Rollins porter cette prise, mais ça m'a marqué, donc je l'ai noté. Voilà, clairement. Mais je trouve qu'on a un super combat. Vraiment, c'est vraiment top. Et j'ai un point négatif, c'est la fin. C'est la fin qui, je trouve, est pas très bien amenée. Je trouve que justement dans ce côté match épique que je ressentais vraiment, pour moi j'avais cette sensation de gros match, et cette fin elle manque un peu justement du côté épique, elle manque de cette montée en tension, parce que le curse stomp de Seth Rollins arrive un peu de nulle part, et quand il fait tomber 1, 2, 3, mais moi je pense que Nakamura va se relever à ce moment-là, je pense que c'est le premier curse stomp qui ne va pas fonctionner, mais Nakamura va réussir à se relever, et c'est pas le cas, et donc c'est vrai qu'à ce moment-là je suis un peu déçu de cette fin de match. Bon, ça faisait déjà 25 minutes, donc c'est bien en termes de durée, mais c'est vrai que j'aurais aimé une meilleure montée en tension pour ce finish-là, et je pense que ma note aurait été encore supérieure, on aurait peut-être pu atteindre le 5, honnêtement, sur les détails qui auraient pu être améliorés, on n'était pas loin du 5 de mon côté. Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, mais c'est un match que j'ai aimé, parce que enfin en main event d'un PLE, et ça faisait très longtemps, on a un match simple, 1 contre 1, technique, pas d'intervention, pas de drama, etc. Non, on a un match de catch pur et dur, en main event d'un show. Et peut-être que ça peut troubler le public, etc. Moi j'ai adoré. Le show se termine là-dessus, mais il faut savoir que Nakamura a attaqué Seth Rollins après le show. Ouais, possible que cette histoire continue. Alors là aussi, je sais pas trop comment me positionner, parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait encore d'autres choses à dire. Nakamura est pas hyper légitime maintenant, il a quand même perdu clean de cette manière-là face à Seth Rollins, donc ouais, très partagé. Si on continue sur Rollins-Nakamura, on aura le temps d'en reparler, mais pour le moment, je suis pas hyper chaud. Bilan de Payback, et bien comme toujours des PLE que certains n'attendent pas, et bien qui finalement créent la surprise. Alors moi je l'attendais quand même ce PLE, juste pour moi c'était un PLE de transition, c'est-à-dire que c'était pas SummerSlam, c'est pas WrestleMania, c'est pas Royal Rumble, c'est Payback, sans la Bloodline. D'ailleurs moi ça m'a fait du bien de ne pas voir la Bloodline. Alors on l'a vu Jey Uso, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et bien c'est un PLE qui a peut-être surpris du monde. Moi personnellement il m'a pas surpris parce que j'attendais ces matchs de qualité là. Honnêtement tous les matchs qui ont été bons, j'attendais qu'ils soient à ce niveau là. Je crois que j'ai mis 3, 4,5 sur 5 à des matchs, j'ai mis un 4. Donc on est quand même sur un gros PLE en termes de performance sur le ring. Et je trouve qu'il était pas très long. Comme SummerSlam pour moi était beaucoup trop long. J'en pouvais plus à la fin, vraiment. Pour moi, il était midi et demi quand le PLE s'est terminé, j'en pouvais plus. Là, je trouve que c'est plutôt bien dosé. Certains matchs auraient pu être plus courts, selon moi. Je pense à LA Knight. Même la fin, le 25 minutes, c'est quand même long pour un main event. Mais bon, je comprends l'idée. Mais bref, globalement, c'était quand même un bon PLE. C'était un PLE très plaisant. Et franchement, ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir des PLE qui n'ont pas une grosse renommée, qui n'ont pas une grosse hype sur le papier, bien sortir ce genre de performance. Donc bravo aux superstars qui ont vraiment répondu présent lors de ce show. Même en termes de booking, je trouve que ça a été plutôt bien fait de la part de Triple H, il faut le dire.
quand c'est le cas. Ma note pour ce show, c'est un bon 8,5 sur 10. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. Et nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!